Madame, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour ce nouveau numéro de Info 7. Bienvenue à tous dans cette émission, ce magazine pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par la célébration du Génocoste dans la capitale de la République démocratique du Congo, mais aussi la date du 1er août, une date qui a été chez mes pays en RDC, la situation sécuritaire dans la partie est du pays. On en parle. Bonsoir. Alors, sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, c'est une figure que vous connaissez. Certainement, vous allez vous poser la question, mais où est-ce qu'il était passé? Ça fait quand même longtemps qu'on n'entend plus parler de lui. Il s'agit de Norbert Yamba, au cadre du parti au pouvoir, Union pour la démocratie et les progrès sociaux, et il est souvent identifié comme panafricaniste. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Un plaisir de vous revoir. Moi aussi, c'est un réel plaisir. Alors, Norbert Yamba, qui a disparu, qu'est-ce qui s'est passé? Un long moment de silence. Merci, madame. Certainement qu'à un moment donné, j'étais branché à élaborer un travail pour la postérité. Hein, parce que moi, j'ai toujours réfléchi pour être en solidarité avec les générations futures. Et là, il faut déposer un certain nombre d'ingrédients, un certain nombre d'alternatives qui leur permettent de consolider leurs convictions et d'aller dans la direction de booster la République. Et j'ai pris ces petits congés sabbatiques où j'étais concentré à produire 3 livres. Ah, 3 livres. 3 livres. Et, si ce n'est pas un secret, ces livres portent sur quoi? Le premier livre est sur mon parcours personnel en tant qu'infocentriste. Ah, vous avez décidé d'écrire sur vous-même? Oui, sur moi-même. Okay. Et sur le processus et les différentes institutions que j'ai dit traverser, y compris mon combat à l'IDPS. Okay. Et j'ai donné des perspectives pour redorer les blasons en Afrique. Ah, pas seulement en RDC, mais en Afrique. En Afrique, parce que le problème il est fondamentalement africain, parce que le paradigme n'est pas seulement République démocratique du Congo, c'est presque tous les pays de l'Afrique subsaharienne, etc., qui souffrent, des mêmes mots, qui n'ont plus d'espoir, qui visiblement sont en train de pleurer à longueur de journée, etc. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'élèvent pour dire, mais donc ça c'est un livre qui vient pour faire un éveil de conscience. Réveiller les consciences, mais donner aussi un sens de direction, sous forme d'une torche qui éclaire l'avenir. Et c'est aux hommes politiques de s'en procurer pour que finalement, ils prennent des décisions stratégiques pour booster non seulement notre pays. Mais ce livre tombe quand même à point nommé parce qu'aujourd'hui, c'est votre parti qui est au pouvoir. Bien entendu. Bien entendu. Ce sont les idées, effectivement, qui s'inspire également de la vision du projet de notre société, mais aussi de mes productions scientifiques que j'ai combinées et construit une vision long-termiste. Et la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui, c'est de travailler dans la perspective d'apporter quand même ces idées à l'intérieur de mon parti pour qu'on négocie de manière qu'elles soient articulées au niveau des dispositions statutaires, des dispositions du projet de société, et pourquoi pas, si on a la majorité au Parlement, on peut articuler ça dans la Constitution de la République. Le premier ouvrage, le deuxième, vous avez dit que vous en avez produit 3. Oui, le deuxième ouvrage porte sur le système éducatif au Congo, une usine de production des chômeurs de luxe. Ah, une usine de production des chômeurs de luxe. Ça, c'est le système éducatif de la RDC. De la RDC. Pourquoi ça? Mais bon, voilà, il y a trop de chômeurs. Il y a 96% de chômeurs. Il n'y a que 4% de travail rémunérateur. D'où tirez-vous ces statistiques? Ben voilà, il y a un travail qui a été fait. Plusieurs chercheurs ont fait. Moi-même, dans mes études post-universitaires, j'ai essayé de mener des études. J'ai focalisé mes réflexions autour d'un certain nombre de provinces et de territoires. J'ai dégagé un échantillon et j'ai tiré un certain nombre de conclusions qui rencontrent l'assentiment et les conclusions d'autres chercheurs à travers le monde. Alors, et comment on relevait alors ce défi? Relever le défi, ça veut dire qu'il faut abandonner
ce système éducatif qui produit chaque année des diplômés, mais pas des intellectuels. Des diplômés, mais mais pas des intellectuels. Non, non. Alors, vous voulez dire quoi, cette population qui Non, nous avons des diplômés, mais qui ont des cerveaux obsolètes, improductifs, démodés. À qui la faute? Bien entendu, c'est comme ça que nous devons en parler directement à la télé, vous les journalistes, nous devons comprendre aujourd'hui qu'il est anormal que nous ayons des docteurs, des professeurs, des licenciés, des masters, des gradués, des intellectuels. Aujourd'hui, on a remonté même les pourcentages. Mais c'est comme s'ils n'existaient pas. Vous allez à l'université, vous avez déjà fait les commentaires scientifiques, mais vous trouvez difficilement ces gens qui font la science, en réalité. Okay. Parce que beaucoup de gens grimpent sur les idées des autres. Quelqu'un va vous dire, mais je suis marxiste. Quelqu'un va vous dire, mais écoutez, je suis l'élève d'Edgar Morin, etc. Tous ces gens ont réfléchi dans leur contexte. Nous avons une autre réalité. Est-ce que vous voulez dire qu'il faudra créer un système éducatif capté sur les réalités de la RDC? Bien entendu. Non, vous encouragez la formation professionnelle? Arrêtez. Cette formation professionnelle, elle est fondamentalement un système importé. Parce que, croyez-moi, le système occidental est basé sur la production des hommes qui doivent travailler dans des industries. Et il y a des chercheurs qui produisent des technologies. Il y a aussi des spécialistes qui travaillent dans les industries. Mais on avait besoin d'une formation professionnelle pour que tout de suite, les gens trouvent du travail. Alors, si vous produisez 1 million de diplômés de formation professionnelle, ils vont travailler où? Moi, je suis allé à Nguendé, dans la province de l'Équateur. J'ai mené une étude sur les systèmes d'enseignement. J'ai vu que les gens d'Nguendé vivent de leur rivière, qu'on appelle Rouki. Ils sont des pêcheurs, ils sont des chasseurs, ils sont des agriculteurs, ils sont des artisanaux. Mais regardez l'école qui est mise en place. C'est la littéraire, c'est la pédagogie, c'est la biochimie. Quand vous comparez les activités qui sont réalisées, parce que l'école doit être le prolongement des activités d'identité. Alors maintenant, il n'y a pas concordance, il y a divorce entre les activités réalisées. Entre la réalité et les formations organisées. Donc, les littéraires, d'ailleurs, quand vous êtes à l'école, vous répondez mal à une question. Le prof vous dit, mais écoute, mais toi, il faut rentrer pour être paysan, toi. Tu ne mérites pas, parce que tu ne comprends rien. Et donc, le fait d'être paysan, qui du reste est une fonction qui permet aux gens de mieux vivre, devient une insulte. Et donc, on a là, en train de former une armée de chômeurs qui, en réalité, ne sont plus utiles de travailler dans leur milieu parce qu'ils ne sont pas en concordance avec la réalité du milieu. Ils sont appelés à aller en ville où on a été formé pour travailler dans des industries. Or, l'Occident n'a pas amené des industries. Aujourd'hui, nous n'en avons pas et nous ne pouvons pas engager les gens. Tu vois ce que cela représente? Et donc, on crée toute notre armée de la délinquance sénile et du juvénile. Qu'on appelle généralement les kidnappeurs, les koulouna, les enfants en situation difficile, etc. Qui font des braquages, qui augmentent le nombre, parce que l'exode rural, il a augmenté de manière sensible. Oui, à Kinshasa, hein? Oui, à Kinshasa. On sent déjà l'impact. Hein? Bien entendu. Il faut voir combien des gens, aujourd'hui, sont dans la rue, compagnie, etc. Donc, on est dans cette situation. Alors maintenant, au niveau de l'enseignement, peut-être qu'on va parler des examens d'État, eh bien, au lieu qu'on y réfléchisse, pour faire des réformes, ces réformes prendront combien de temps? La plupart, il faut commencer. Quand on ne commence pas quelque chose, on ne commencera jamais. Et la plupart des performances connues au niveau de l'enseignement, c'est quand on proclame les examens d'État en juillet. Tu vois, et proclamer les examens d'État en juillet, c'est pas les contenus. Et quand vous recrutez même ces jeunes gens qui terminent dans toutes ces écoles, etc., mais les 6 ans post-primaires ne représentent plus rien. Par où faudra-t-il commencer? Parce que vous avez dit qu'il faudra commencer quelque part.
Eh bien, oui, maintenant, il faut une réforme qui identifie les héritages traditionnels. Par exemple, en économie, il a existé une économie chez nous. Regardez combien de fois on nous dit, bon, les produits intérieurs bruts, c'est 70 milliards, 70 milliards de dollars. Attention, il y a combien de chèvres qui sont tués chez nous? Il y a combien de poules, de coqs, de porcs, etc. Mais est-ce que c'est comptabilisé? Parfois, on ne fait pas allusion à ça. Eh bien voilà, donc il faut qu'on commence à comptabiliser pour que le gouvernement de la République, au travers le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et compagnie, essaie d'encadrer tous ces gens qui font ces activités et que ces activités deviennent rémunératrices pour permettre à tout un chacun de vivre, même s'il n'est pas commis. Encore que les commis sont devenus des chômeurs cachés. Voilà, donc nous avons intérêt aujourd'hui. Ils sont devenus des chômeurs cachés. Des chômeurs cachés. Et donc on travaille, mais le travail n'est plus rémunérateur. Alors ça, c'était le deuxième ouvrage. Et pour terminer, le troisième porte sur quoi? Le troisième ouvrage porte sur la problématique de la gestion inclusive de la région de Grand Lac. Okay. Parce que l'Est m'a beaucoup intéressé. À l'Est de la RDC. Bien entendu. En 2000, à l'insécurité. En 2000. En 1994, vous savez, il y avait le génocide du Rwandais et compagnie. Il y a eu les gens qui ont enfui notre pays et le calvaire a commencé par là. C'est 2 août 2025 on a célébré le Génocoste. Voilà. Et il y a autant de personnes tuées. En 2000... et on continue à tuer. Hein. En 1998 jusqu'en 2003, parce que 1996, l'entrée de la FLL avec la filière rwandaise. Du 17 mai. De 76 à 77. Et finalement, l'AFDL, Laurent Kabila s'installe avec son équipe, etc. Il n'a pas eu suffisamment de temps pour transformer la République. Et puis bon, on ne lui a même pas donné du temps. On l'a fait mener une guerre. Et finalement, en 1998, revient encore la guerre avec le RCD. Hier, c'était AFDL. Aujourd'hui, après, c'était le RCD. Et qui est parti? Cette déstabilisation est partie de 1998 à 2003. 2003. Eh bon, il y a eu un semblant de paix, etc. Un semblant de paix. Un semblant de paix, parce qu'une certaine paix n'est pas la paix certaine. C'est une paix durable. Voilà, il faut une paix durable. Une paix sans pain, c'est pas la paix. Il ne faut pas l'isoler. Donc, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, en 2025, il y a eu un semblant de paix. Mais il n'y a pas de paix. Okay. Il faut aller à Minériran, madame. Vous, je fais la recherche. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans les 6 provinces de notre pays. Il faut voir les provinces, même les chefs-lieux. C'est gravissime. C'est gravissime. Donc, nous avons intérêt par rapport à ça, de réfléchir pourquoi il y a recrudescence de la violence et une recrudescence qui frise la permanence. Mais est-ce que Norbert Yambamba, vous n'êtes pas en retard? Parce que là, il y a, pour une paix durable en RDC, il y a déjà un processus lancé. Bien entendu, et c'est comme ça qu'il faut rassembler tout ce processus et dégager des alternatives qui permettent véritablement d'avoir une solution holistique. Et qu'est-ce que vous vous proposez dans votre ouvrage pour que les RDC aient cette paix durable? Il faut une gouvernance multiniveau. C'est-à-dire quoi? Gouvernance multiniveau parce qu'il faut contrôler le Grand Lac. Il n'y a pas que les Rwandais, parce que la tendance générale, c'est les Rwandais, etc. Il y a l'Ouganda. Il y a l'Ouganda. Il y a le Burundi, il y a la Tanzanie. Et aujourd'hui, il y a le Kenya qui, de temps en temps, est en train de lorgner sur nos richesses. Ouais. Et donc, quand on cherche une solution, on a l'air que lorsqu'on aura conclu, n'est-ce pas, avec le Rwanda, donc on aura trouvé solution. Ah non. Parce que le Rwanda, nous avons à peu près 217 km de frontières avec. Mais l'Ouganda, c'est 877 km. Et le Burundi, c'est 237 km. Avec la Tanzanie, c'est 1930 km de frontières. Et généralement, toutes ces frontières n'ont pas de borne de démarcation. C'est que la perméabilité devient possible. Alors, on va quand même se rappeler, avant de prendre le premier dossier, que le FCC avait dit Kabila avait bien tracé les bornes.
Ah non. Que ces bornes n'existent Non, non, plus. il y a certaines bornes existent surtout avec les Rwandais. D'autres sont partis. Oui, mais c'est pas complet. Ok. On peut avoir 2-3 bornes. On peut avoir des bornes de référence, mais les restes, si vous avez, comme avec le Congo-Brazzaville ici, heureusement qu'il y a le fleuve, mais c'est 1229 kilomètres. Donc, est-ce qu'il y a des bornes? Kabila avait quand même bien fait de tracer des bornes pour Attention. protéger la RDC. Bon, c'était une idée qui a été lancée. Il y a eu même une commission, n'est-ce pas, en charge, n'est-ce pas, de tracer les frontières, compagnie, etc. Mais écoutez, le travail n'a pas fini parce que les différentes frontières n'ont pas été bornées, n'ont pas été démarquées, compagnie, etc. Donc, les 90% des frontières n'ont pas connu la démarcation, malgré qu'il y a eu un discours politique. Un discours politique, alors que sur ce plateau, je me rappelle bien que c'était un proche de Joseph Kabila Kabange qui est passé, qui avait un ouvrage qui montrait très bien comment est-ce que les bornes ont été tracées sur Kabila. Ou vous ne voulez pas le reconnaître? Non, 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 non. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait un travail plus que le professeur Chibangu Kalala, qui a fait un travail scientifique de plus de 1000 pages. Il n'y en a pas deux. Et je vous en parle parce que je suis formé comme stratège. Okay. Et je m'intéresse à cette question pour avoir été directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur. Écoute, j'ai participé à la commission mixte de sécurité. Mais Ferdinand Kambere avait quand même sur ce plateau tout un ouvrage, un document qui montrait que les bornes étaient tracées. Ferdinand, c'est mon ami. Oui. Je vais mettre à sa disposition la documentation pour qu'il comprenne que c'est encore un défi. Faire une réalisation, ce n'est pas atteindre un résultat. Okay. Il y a eu des réalisations. Il y a eu des réalisations. Mais on attendait le résultat. Et le résultat, c'est ça. Les résultats devraient, comme nous sommes dans la continuité de la gestion de la chose publique, les résultats devaient arriver. C'est justement ce travail qui est fait aujourd'hui, en train d'être fait de manière systématique et rationalisée. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Ici, nous sommes sur la route de Matadi. Le trafic entre les tronçons Badiadingi et Mitendi demeure un casse-tête pour les usagers de cette route nationale numéro 1. Des embouteillages monstres empêchent la bonne circulation des véhicules. D'après l'ingénieur Gelo Makunda, acteur de développement rural dans le territoire de Kassangoulou, ces embouteillages monstres retardent l'évacuation des marchandises vers le centre-ville. Il y a tellement d'embouteillages, ça pose de sérieux problèmes, on doit vraiment intervenir. Tout est possible. Ce n'est pas seulement ici au Congo qu'il y a des difficultés, non. Il y a également d'autres pays au monde qui ont eu des difficultés. Mais comment ils ont fait pour résoudre ce genre de problème? Les chemins de fer aujourd'hui n'existent presque plus. Alors, tous ces remords que vous voyez ici, ils doivent faire des pays de marchandises de Matadi jusqu'à Kinshasa. Il n'y a que ça comme une route. Ça pose de sérieux problèmes. Ce n'est pas seulement ici à Mingad. Même si vous allez vers les péages ici, c'est tout un problème. Pour faire Kinshasa, Kassangoulou, moins de 40 km, mais en route, on fait plus de 5 heures du temps. C'est pratiquement impossible. Ce genre d'embouteillage impacte négativement l'économie, a-t-il souligné. Les embouteillages, pareil, ça a tellement de conséquences sur le plan économique. Parce qu'il y a des commerçants qui quittent le matin pour arriver à Kinshasa, ils vont faire beaucoup plus de temps en cours de route. Or, il y a des marchandises qui peuvent venir avec, ils vendent directement, tels que les légumes, tels que tout ce qui pourra se décomposer en cours de route. En faisant ça, ça très au niveau de l'économie, parce que ces gens-là peuvent venir rapidement, vendre et de retourner pour aller ravitailler d'autres marchandises. Alors qu'il fait beaucoup de temps en cours de route, ça aussi un problème au niveau de l'économie. Pour remédier à cette situation, Gelor Makonda préconise. On peut toutefois réhabiliter les chemins de fer. Parce qu'avec les trains, on peut amener tant de marchandises à la fois, au lieu de faire déplacer des gros véhicules comme ça, de la manière dont il y a une route là, ça pose vraiment de sérieux problèmes. Alors, il faut trouver des solutions par rapport à ça. Notons que malgré des accidents provoqués à Matadi Kibala, certains vendeurs étalent toujours leurs marchandises sur la chaussée. Comment ça va? Je vais très bien, et vous? Moi aussi ça va, Lydia. Alors, on se prépare pour les examens? Oui, on se prépare déjà. Et alors, comment tu sens les choses? Je sens que ça va bien se passer parce que je me sens déjà assez préparée. J'ai fait beaucoup d'efforts tout au long de cette année. Donc j'espère que ça donnera un bon résultat. Ah, bravo alors.
Ben écoute, moi je t'appelais juste pour t'encourager, te souhaiter bonne chance et te dire juste que je prie pour toi et j'aimerais vraiment te compter parmi les élèves qui vont rejoindre le programme Excellencia. Merci beaucoup. À très bientôt, que Dieu te garde. Je ne vous ai pas tous appelés parce que je n'ai pas le numéro de tout le monde et de toute façon c'est pas possible. Voilà, je tiens juste à vous dire que je vous porte dans mon cœur, je vous soutiens, je vous encourage et je prie vraiment que le Seigneur vous accompagne dans vos examens. Et j'espère qu'on va se revoir à très bientôt. Vous allez rejoindre la famille Excellencia et bonne chance. Voilà, que Dieu vous garde. Le 1er août est avant une journée dédiée à nos défunts. Ça s'est ajouté après dédié aux parents. J'aimerais beaucoup plus, au lieu de commencer à pleurer parce que les gens ne retrouvent plus de corps dans des cimetières, mais de se réveiller et de comprendre qu'il n'y a pas de parents s'il n'y a pas d'arrière-grands-parents. Et donc, faisons que notre gouvernement, avec le chef de l'État qui s'identifie déjà dans la coutume, faisons que l'ensemble des institutions puissent aider la population à se retrouver, au lieu de les laisser pleurer toutes seules, en train de chercher des origines. Vous nous venez du parti au pouvoir. Comment se porte le parti? Le parti se porte bien. Il se porte bien. Il se porte bien. Mais il y a des petits soucis liés à la gestion des contradictions. Parce que la démocratie elle-même, c'est un droit au désaccord, disait Voltaire. Et Norbert Yambayamba est de quel côté? Parce qu'on a ceux qui sont derrière Deo Bizibou et d'autres qui sont derrière Augustin Kabouya, présenté aujourd'hui comme président AI du parti. Norbert Yambayamba. Je suis de l'IDPS. J'ai commencé mon combat en 1983. Je n'ai jamais changé. S'il vous plaît. Il semblerait que vous avez été excommunié du parti. Non, je n'ai jamais été excommunié. C'est la raison pour laquelle vous avez disparu après avoir quitté le cabinet avec Peter Kazadi. Non, mais comment je dois être excommunié? Les gens qui prennent les trains en cours de route, et qui font ce qu'ils font, etc., ne peuvent pas être excommuniés. Mais un homme intègre, un homme correct, oui. Mais mis à l'écart. Je l'affirme haut et fort. Intègre. Je suis intègre. Je suis les quelques rares. Alors que vous avez été cité dans l'affaire ONIP. Non, ni de près, ni de loin. Non, mais vous étiez directeur de cabinet. J'étais directeur de cabinet. On va se rappeler qu'il n'y a que le président de la République qui avait reçu sa carte. Non. Le président de la République avait reçu la carte. J'étais directeur de cabinet, mais il y a une répartition des rôles. Ce n'est pas le cabinet qui a fabriqué la carte, c'est l'ONIP qui a toute une gestion autonome, indépendante, qui posait des actes, effectivement, sous la houlette du ministère de tutelle. Et vous étiez directeur de cabinet. Mais personne n'a dit. Moi, je veux me rappeler qu'on disait quand même que tout devait passer par Norbert Yambayamba, qui devait approuver tout. Non, nous avions une commission, effectivement, qui était là pour analyser le document stratégique et technique qui a été présenté par les soumissionnaires. Et c'est là que j'ai assuré véritablement... Et une fois vous êtes parti avec les cartes. Aujourd'hui, moi, personnellement, je n'ai pas eu des cartes. Mes collègues n'ont pas eu des cartes. Autant de Congolais qui n'ont pas eu des cartes. Donc, Peter Kazadi s'en va avec son équipe, avec les cartes. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas allé avec les cartes. Avant de revenir sur le dossier UDPS. Je me soucie beaucoup. Il n'a jamais été question d'un quelconque détournement au niveau du ministère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a jamais été question de détournement, même par l'ONIP, qui est une institution publique. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une structure qui a gagné le marché. Et à l'analyse des faits, à l'analyse du travail qui a été fait, et avec l'implication de l'IGF, on a constaté qu'il y avait des erreurs et qu'on ne pouvait pas continuer avec eux et leur donner de l'argent. Et donc, même pas un centime. Donc, c'est l'IGF qui est à la base de ce qui se passe? Non, l'IGF, c'est faire le monitoring. Ok. Il fait le contrôle de l'action publique. Oui, l'IGF, c'est les contrôles. Et quand l'IGF voudrait donner des millions à une structure, il doit savoir où se trouvent les sièges, quelle est la qualité de cette institution, quelles sont ses performances par rapport au travail qu'il gagne
le marché. Et à l'analyse de tout ça, il a trouvé effectivement qu'il y avait quelque peu de douleur d'enfantement. Mais comment expliquer qu'on avait déjà commencé ce processus alors? Oui. C'est un travail qui devait être fait avant même qu'on ne lance l'opération. Oui, mais maintenant, ça va aller. Non, qui est-ce que vous êtes en train de tourner en bourrique, là? C'est la population? Non. On tourne les personnes parce que l'opération avait commencé. Oui. C'est supposé qu'avant le début de l'opération, tout devrait être contrôlé et on devait se rassurer que c'est la bonne entreprise. C'est le travail que nous avons fait. Nous avons même produit un certain nombre de documents. Après que le président de la République En amont, nous avons fait un travail technique louable. On y a mis de l'expertise nécessaire par rapport à ça. Non, mais écoutez, chacun son rôle. Et chacun doit jouer sa partition. Vous avez bien joué votre rôle. Nous avons joué notre rôle. Et nous avons demandé à l'IGF. Nous, ministère, ou vous, Norbert Yamba? Non. Il y a le ministère, parce qu'il y a plusieurs instances qui entrent dans la prise de décisions stratégiques. Le ministère a fait son travail. C'est lui, justement, de mettre en place une commission qui devait monitorer, n'est-ce pas, la qualité et la qualité technique de l'offre qui a été présentée par les soumissionnaires. Et tout était bien marché, au point où nous, on voulait avoir c'est pas un exemple d'une carte qui est faite et qui atteste naturellement la crédibilité du soumissionnaire. Et c'est ce que vous avez vu à un moment, le président de la République a réussi sa carte. Et entre même moi-même, j'ai réussi ma carte. Vous avez votre carte. Mais malheureusement, quand IGF vient voir, est allé même au siège du soumissionnaire, elle a formulé un certain nombre de remarques, de telle sorte que les soumissionnaires puissent justement s'adapter par rapport aux principes. Et à ce moment-là, aucune décision de sortie des fonds n'a été prise. Et le soumissionnaire n'a pas réussi, même pas un centime. Bien au contraire. Elle a dépensé son argent. Oui, il a dépassé quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, avec l'évolution de la situation, l'aide de l'IGF, la volonté volontariste, n'est-ce pas, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et l'urgence qui s'impose parce que la population voudrait qu'on puisse avoir les cartes. Oui, les processus sont en cours, ou soit, moi ça fait 15 mois que je ne suis plus là, donc soit on continue avec l'ancien soumissionnaire après avoir corrigé un certain nombre de choses, ou soit on fait le marché pour prendre quelqu'un d'autre parce que c'est une urgence. Parce que c'est ce qu'on a vu. Quand vous êtes parti, vous avez laissé l'opération sur terrain, la Panthère ou quoi? Panthère. Voilà. Mais les membres d'un même parti, parce que c'est Jacquemaine qui est là, qui nous vient du parti au pouvoir, Jacquemaine arrive, au lieu de continuer avec Panthère, il nous amène l'opération Ndobo, si je me trompe. Ndobo. Non, attention maintenant. Il ne faut pas opposer les gens. Non, on n'oppose personne, mais c'est la population qui constate. Bien entendu. Parce que c'est la continuité de la gestion de la chose publique. Et vous êtes d'une même famille politique. Tout à fait. Et mais ça, on observe ça pas seulement là-bas, mais dans plusieurs ministères. Je n'ai pas voulu vous le dire, mais je suis en train de réfléchir sur ces questions. Et je vais produire un livre au mois de septembre par rapport à ça. Madame, non. C'est une succession d'événements et de la nature des événements. La nature du contexte. Mais parce qu'on reprend à zéro, on perd du temps. On ne reprend pas à zéro. Madame, il y a eu plusieurs opérations. L'ICOF 1, l'ICOF 2, l'ICOF 3, opération Panthère, opération Ndobo aujourd'hui. Il y a la nature des événements. Il y a eu des enfants en situation difficile qui sont devenus des koulouna. Il y a eu des kidnappeurs. Il y a des gens qui font des braquages, etc. On modifie, n'est-ce pas, l'opération en fonction de la nature des problèmes qui se posent. Et cela ne veut pas dire, ce sont des stratégies politiques, chacun doit laisser les traces. Continuer avec ce que l'autre avait fait, c'est passé inaperçu. Nous sommes dans une situation de gestion, de contradiction. Les enfants d'Étienne Tshisekedi. Bien entendu, mais les enfants de Tshisekedi doivent confronter les idées, doivent dégager un consensus autour de certaines idées et chacun doit affirmer son leadership. C'est cela la démocratie. Alors une démocratie robotisée, une démocratie instrumentalisée, c'est pas une démocratie. Comment parler? Et lorsque Peter Kazadi arrive comme vice-premier ministre, il avait sa vision, mais la vision fondamentale de base, vision basique, elle existe, qui est fondée sur le projet de société de l'UDPS. Moutandis, lorsque Jacquemaine Chabani arrive, il a aussi sa vision.
Et alors maintenant, on dit, voilà ce que moi je vois les choses après avoir fait des observations. Il y a eu des petites erreurs par-ci, par-là, mais moi, je viens corriger. Mais tout en maintenant le travail, les capitales du travail qui a été fait, cela n'est pas une confrontation, bien au contraire, c'est un enrichissement. Alors, vous étiez directeur de cabinet, si je ne me trompe pas. Je ne le suis plus. Oui, vous étiez, c'est Oui. ce que je dis, c'était avec la bénédiction. Mais pourquoi vous insistez là-bas? Non, je n'insiste pas. Allons-y. Laissez-moi finir, Norbert Yamba, si ça ne vous met pas mal à l'aise. Non, non, allez-y, allez-y. Vous étiez directeur de cabinet de Peter Kazadi avec la bénédiction de Augustin Kabouya. Alors aujourd'hui, vous êtes à l'écart du parti. Il y a eu quand même ce que les gens racontaient de gauche à droite. Vous êtes sur ce plateau. Dites à cette population qui est en train de vous suivre, qu'est-ce qui s'est passé avec Augustin Kabouya pour que vous soyez aujourd'hui à l'écart, loin de l'UDPS, en train de regarder l'UDPS à travers une fenêtre? Ça ne vient pas de vous. Je ne suis pas le seul cadre. Il y en a plusieurs. Ceux qui ont travaillé plus que moi. Il y en a même ceux qui ont un background plus que moi. Ils sont restés en chômage pendant plusieurs années. Oui, et donc, je m'excuse. Et donc, c'est pas ça le problème. Parce que certains sont au chômage, mais lorsqu'on convoque les matinées, ils sont avec Augustin Kabouya dans des réunions. Oui. Mais Norbert Yamba, sa tête n'est pas souvent aperçue. Hein? Non, 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 non. De temps en temps, j'y allais. Mais je n'aime pas entrer dans les confrontations, des querelles entre partis. Je n'aime pas ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je veux que le parti fonctionne à l'unisson. Okay. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont de la hauteur. Qui voient 50 ans, 100 ans, et qui proposent un certain nombre de choses aujourd'hui pour que demain, on puisse s'adapter par rapport à l'évolution de la situation future. Mais si tout le monde doit faire partie d'un groupe et qui peuvent réunir les gens, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des gens de calibre qui ont une certaine crédibilité, qui ont une certaine intégrité, qui ne sont pas forcés par des sentiments d'enrichissement ou matérialistes. Mais il faut qu'il y ait des hommes, ces hommes-là s'élèvent pour dire et demain, notre avenir. L'MPR n'existe plus. Vous voulez que nous menions cette vie-là? Et nous devons avoir des hommes qui peuvent être rappelés à des moments difficiles pour dire, lui, il est au moins sincère, lui, il est au moins net, lui, il a un sentiment impersonnel, et donc il est capable d'aider à ce que nous soyons ensemble. Parce que l'union est la force des faibles. Partout où on divise les gens, on ne réussit pas. Quelqu'un disait qu'une armée divisée ne gagne jamais la guerre. Et alors maintenant, nous avons des secrétaires, tu vois, en violation même. En violation. On ne jette même pas un coup d'œil sur les statuts. Alors, le statut dit quoi? Vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser, je suis en train de faire un travail. Et je vais proposer aux deux leaders. Donc, Augustin Kabouya et Léo Bizimo. Okay. Quelle est votre proposition? Ma proposition, c'est d'avoir une table ronde. Le député national, Francis Chibalabala, avait proposé à un congrès qui se mette ensemble, qui puisse convoquer un congrès et puis discuter. Et après, vous savez, vous savez, madame, les congrès, c'est statutaire. Vous comprenez? Mais l'émergence de plusieurs bourgeons, ce n'est plus statutaire. C'est une situation extra-juridique. Dans les deux zones de la violation? Non, non, je vous explique. Ok, expliquez à la allez-y, allez-y. Une situation extra-juridique. En tant qu'extra-juridique, le professeur Liao nous disait que lorsque vous vous trouvez devant une situation qui risque de remettre en question, n'est-ce pas, votre institution, il faut aller dans la philosophie et la pratique politique. Nous faisons quoi pour sauver la maison? Vous faites quoi pour sauver? Eh bien, il faut une table ronde qui préparera les congrès. Et cette table ronde va regrouper tous les groupes qui se réclament aujourd'hui au sein de l'IDPS pour qu'on se dise pourquoi nous disons. Mais l'opinion congolaise ne cesse de se poser la question, pourquoi le silence du président de la République, autorité de référence du parti cher au fait Étienne Tshisekedi Tshilombo? S'il n'était pas là, les choses allaient vraiment s'aggraver. Ah? Ouais.
Et parce qu'il est capable de dire à l'autre, non, tu restes comme ça. Et voilà. Je pense que le président, d'abord, il est limité par rapport aux dispositions constitutionnelles et les lois de la République, Non, qui interdit à chaque... On a quand même vu à un moment Maman Marthe qui avait appelé les décans. Bien entendu, Maman Marthe, ce n'est pas président de la République. Le président de la République, c'est une institution. Et donc, oser travailler à ciel ouvert dans le sens de pouvoir condamner tel pour accepter tel, il fragilise davantage. Et c'est comme ça qu'il préfère travailler sous l'ombre et donner des conseils. Et tous ces éléments faisant combine vont tout faire. Est-ce que c'est ces spectacles que vous offrez au peuple congolais honore la mémoire de Feu Etienne Tshisekedi? Non, mais écoutez... Vous êtes au pouvoir aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'opposition. Je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. La gestion de contradiction a toujours été une approche. Une approche qui a caractérisé l'IDP depuis la création. Et vous êtes fier de ça? Là, vous étiez dans l'opposition, aujourd'hui vous êtes au pouvoir. Oui, bien entendu, mais aujourd'hui, malgré ces dissensions, ce qui ne sont pas dissensions, mais le président a appelé ça une vitalité, etc. Je crois que ça va venir. Ni Kabouya, ni Bizibou n'a la haine ou l'animosité contre l'autre. Certainement que, bon, c'est une zone de turbulence. Et je voudrais scientifiquement présenter la chose. Ok. Vous savez que dans l'évolution d'un groupe, le groupe est créé par des hommes qui déterminent l'objectif, mais qui déterminent la direction. Et au fur et à mesure que le groupe évolue, le groupe recrute des hommes et des femmes pour faire partie de ces groupes-là. Il arrive à un moment donné où même ceux qui ont commencé, même ceux qui viennent d'être recrutés, atteignent un niveau de compréhension et d'appropriation du groupe. Okay. C'est-à-dire qu'on atteint le niveau d'appropriation. Chacun peut dire, mais écoutez, moi aussi, je suis membre du groupe et je peux gérer le groupe. Ça s'appelle, en psychologie sociale, la crise d'identité. Donc, alors maintenant, dans cette crise, il y a une crise d'identité qu'on va traverser. On est en train de traverser cette crise d'identité pour s'accepter mutuellement, pour dire que le groupe vaut mieux, n'est-ce pas, que les groupes séparatistes. Alors, que répondez-vous à ceux qui se lèvent aujourd'hui, des voix qui estiment que les anciens, ceux qui ont milité, qui se sont battus contre les différents régimes qui sont passés, Mobutu, Kabila le père, Kabila fils, sont mis à l'écart? Bon, c'est ça le contexte. Parce que lorsqu'on veut prendre une décision stratégique, il faut savoir interroger le contexte. Il y a eu un contexte où on a créé l'UDPS. Il y a eu un contexte où il y a eu des dissensions, des séparations. Il y a eu des contextes où beaucoup sont morts, etc. Et il y a eu évolution de la situation. Et chacun avait pris sa position. Beaucoup qui sont revenus, etc. Beaucoup avaient pris des positions parfois contraires. Il y a eu des personnes au pouvoir, il faut être reconnaissant envers ceux qui ont milité. Je n'ai pas terminé. Certains de 13 parlementaires en vie aujourd'hui, ceux qui sont partis. Beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour ces gens-là, qui ont donné leur vie, qui se sont engagés pour que le pays fonctionne autrement. Les 13 parlementaires. En dehors des 13 parlementaires, vous avez aussi des gens comme Kibasa Maliba qui est au bureau politique. Et après, des gens comme Moutanda, des anciens secrétaires généraux, des Belgica, etc. Tous ces gens-là ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est là que je voudrais dire que le moment viendra. Je pense Augustin Kabouya. Le moment viendra quand? Je m'excuse. 2025-28, c'est dans quelques... je sais pas. Bizibo m'écoute. Je crois que le moment est arrivé pour faire le rappel des troupes. Ces gens-là qui ont accepté de faire des sacrifices pendant que la dictature avait son apogée ont des choses à nous dire.
ont des choses à nous faire apprendre. Nous devons être humbles et aller vers eux pour chercher la bénédiction. Je connais comme panafricaniste que les ancêtres ont une imbrication incidentielle sur nous, les vivants. Ce qui se décide chez les ancêtres, c'est ce qui va se réaliser ici. Or, ces gens-là sont des représentants. Ils ont été missionnés. Parce qu'à l'époque de la dictature moboutiste, mais c'est gravissime. Comment prendre la parole? Mais ils ont osé. Ils ont osé. Ils ont tenu tête haute à la dictature. Et je connais bien mon président, président Félix Tshisekedi. C'est un homme humble, courtois, solidaire. Je sais qu'il est très occupé. Je sais qu'à un moment viendra où il se souviendra de ses parents. Ce sont ses parents, les seuls qui lui restent. Et ces 13 parlementaires, surtout les quelques qui vivent encore. En vie. Je pense, pour éviter la loi de karma, nous devons honorer ces gens avant qu'ils ne meurent. Ah, pour éviter la loi de karma. Oui. Je vous le dis simplement parce que je suis panafricaniste, je crois aux ancêtres. Je crois à la force d'astralité. Okay. Et le karma existe. Vous faites le bien vous revient. Vous faites le mal vous revient. Peu importe le temps. Okay. Et ça risque de se poursuivre même à la 4e génération. Et c'est ce qu'il faut éviter. Bon. Parce que éviter ça pour protéger le parti, c'est ça? Protéger le parti. Ils doivent dire un mot. Vous savez, quand vous avez toujours des problèmes avec votre épouse, il y a des forces, parfois des ténèbres, qui entrent en ligne de compte et qui aveniment la haine, l'animosité. Vous savez pourquoi? Parce que c'est spirituel. Okay. Et lorsque les gens s'inquiètent, lorsque les gens sont dans la frustration, lorsque les veillards sont dans le stress permanent et récurrent, c'est un danger public. Ça risque d'avoir une influence grandissante par rapport à la dynamique du parti qu'ils ont créé au prix des sacrifices. C'est cela. Madame, Messieurs, place à présent à ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Je pense qu'il est important, dans le cadre du remaniement du gouvernement en RDC, de signaler quelque chose de très important. Que le président de la République est pris en otage par la classe politique congolaise, qui a été avec Kabila et qui est aujourd'hui avec Tshisekedi et qui compose 80% de son entourage politique, l'Union sacrée, qui au départ avait de viser d'être une union sacrée pour la nation congolaise, pour répondre aux besoins de la nation, aux intérêts du peuple, mais qui par contre s'est transformée en une union sucrée pour sucer, s'enrichir et ne pas faire le travail au sein du gouvernement de l'exécutif de notre pays. Et donc un remaniement est important, n'est-ce pas, pour amener sur le terrain de personnes capables de jouer le jeu, de faire en sorte que les intérêts du peuple, à travers leurs secteurs respectifs, puissent aller de l'avant. Des opposants, des membres de la société civile. Et je crois seulement qu'il y a deux possibilités. Nous, dans le pacte, nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait un dialogue en interne que nous appelons de tout notre vœu avec le groupe d'action de la société civile. Nous avons pensé qu'il faut un forum patriotique pour la refondation de la nation qui pourra mettre tout le monde ensemble, et à l'issue de ces forums, nous pourrons tracer la voie pour les années futures de notre pays. Si nous arrivons à le faire plus tôt, nous pourrons avoir un gouvernement plus solide et d'union nationale. Mais cela n'empêche pas au chef de l'État, en tant que président, dans son mandat, de remanier son gouvernement, et dans ces cadres, certaines choses peuvent s'arranger en attendant que nous ayons un dialogue. Une adhésion symbolique au parti de Félix Tshisekedi, au siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social sur 11e rue Limité résidentielle. Ce mercredi 30 juillet 2025 restera mémorable pour le couple du député national Michel Lokola Elemba, se faisant accompagné de plusieurs dizaines de militants, a choisi la bonne adresse pour intégrer solennellement le parti au pouvoir. Au quartier général dit Temple de la démocratie, l'arrivée avec pompe du numéro 1 de l'UDPS Tshisekedi, l'honorable Augustin Kabouya, marque le début de l'activité naturellement balisée par l'hymne du parti. En présence du secrétaire national en charge de l'organisation et du président fédéral de Moamba,
Cette cérémonie d'adhésion riche en couleurs est présidée par l'honorable Augustin Kabouya, qui fête sa date d'anniversaire le même jour. Plutôt que de se livrer à une célébration personnelle en famille, Monabouté a préféré servir le parti. Responsabilité au quota l'intérêt au quota l'intérêt à la communauté. Ce dernier va inviter le couple Michel Lokola et Lemba, qui adhère comme membre de l'UDPS au sein de la Fédération de la Lukunga. Alors, Norbert Yamba, avant d'arriver dans les locaux de Congo Web Télévision, vous avez affronté des embouteillages. Alors, je reviens sur cette question qu'avait posée un jour un internaute qui disait « Est-ce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est vraiment conscient de la souffrance quotidienne de ceux qui vivent dans la capitale des RDC, 3 à 4 heures dans les bouchons, parfois même, il faudra faire les pieds, pas de transport, et dans un contexte où la sécurité inquiète. Aujourd'hui, vous pouvez être dans les embouteillages, des bandits qui se permettent de venir enlever vos rétroviseurs et vous êtes là impuissant. Certainement, madame. C'est une réalité sociale. Mais, madame, un prof émérite, Maldag me disait que il faut éviter des solutions simples à des problèmes complexes. J'allais dire même des problèmes complexifiants. Des problèmes qui appellent d'autres problèmes. Et vous croyez résoudre les problèmes au travers d'un seul problème. Oh, c'est multidimensionnel, la question d'embouteillage. Ok. C'est multidimensionnel. Et donc, il faut une solution systémique, qu'une solution parcellaire. Donc, qu'est-ce que vous appelez solution parcellaire? C'est quoi, la réhabilitation de certaines artères ou... Seulement. Ça, c'est parcellaire. Ok. Mais écoutez, combien de gens font le tour dans les acteurs et les véhicules? Quelle est la réglementation pour avoir un véhicule tu vois? Et les routes. Les routes, il en faut combien? Il faut un schéma. Et puis, les comportements des conducteurs. Et le comportement des roulages. Ça veut dire, en fait, lorsque vous voulez chercher cette solution, vous devez d'abord bien payer les roulages pour qu'ils aient honte, parce que vous savez, demander quelque chose, c'est la honte, c'est une façon de s'humilier devant la personne qu'on demande. Mais Norbert Yamba, un autre constat, il y a des autorités qui viennent et que ce sont les éléments de la garde républicaine qui réglementent la route. Les voies sont souvent ouvertes. Vous savez, quand on a trop de problèmes, Madame Noëlla, vous savez, nous avons à peine 18 milliards de dollars, mais il faut mobiliser ça, il faut couvrir ça. C'est pas mathématique, c'est pas mécanique. Et pour avoir la police de sécurité, il faut au moins 1500 personnes par un policier pour assurer sa surveillance. Aujourd'hui, j'ai regardé dans une étude, c'est 4500 un policier. Comment il va cadrer ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faudrait qu'on puisse recruter. Et ça, c'est le travail qui est fait. Mais vous l'avez commencé, non? Vous l'avez fait, mais on ne sent pas l'impact de ce qui a été fait. Attention. Le Congo, c'est plus de 110 millions d'habitants. Et il faut chercher de l'argent. Nous voulons améliorer, sinon il risque d'être des casse-têtes pour la population. Mais vous dites qu'il faudra chercher l'argent. Nous cherchons. L'argent qui est détourné, des millions, des milliards. Et on prend plus de 90, si je ne me trompe pas, 90 millions pour donner aux équipes européennes, pour faire la publicité de la RDC. Est-ce que vous êtes en train de dire que les priorités ne sont pas bien identifiées? On n'a pas croisé les bras, madame. On est en train de travailler. Vous voyez les routes. Vous savez qu'il faut dépenser des millions de dollars chaque jour pour l'assainissement de la ville. Madame. Et la ville, elle est comment? Mais écoutez,
Regardez les travaux. Non, non, madame, on n'est pas encore sorti sur le boulevard. Hein. Mais il faut faire une randonnée pour voir quel est le travail qui est effectué aujourd'hui. Lorsqu'on prend d'abord le palais du peuple, regardez un peu l'environnement du palais du peuple. Oui. On a des herbes partout. Mais là c'est qui va venir travailler? Parce qu'à l'intérieur du palais du peuple. C'est quand même l'image. Non, à l'extérieur. Je parle d'abord de l'extérieur. Oui, oui. Je parle de l'extérieur du palais du peuple. Le système de cantonnage manuel fait partie du programme de l'actuel gouverneur. Et je crois que des gens seront recrutés, si pas déjà recrutés, pour faire véritablement ce travail. Mais on ne peut pas, pour un travail qui exige 5 ans, vous dites en une année, donc il faut tout terminer. C'est manquer d'intelligence, madame. Vous avez été dur. Vous avez demandé beaucoup au régime. Et parce que nous avons été durs, et parce que la réalité est autre. Non, les Congolais vous traitent de la même façon. Bien entendu. De la même manière. Et alors le Congolais n'est pas encore mûr. Parce que... Ah, maintenant, à votre période, vous demandez des excuses. Non, mais maintenant, vous demandez des excuses auprès de la population. Mes excuses. Mais en son temps, vous étiez dur en demandant beaucoup comme si Kabila pouvait changer les choses. Non, nous avions des revendications politiques. Ah, c'était des Nous avions des revendications politiques. Ok. Voilà. Et ces revendications politiques revenaient sur la question de la Constitution, la question des partis politiques, la question de répartition des rôles, la question du cadre de surveillance mutuelle. Ça, c'était nos revendications. Aujourd'hui, la démocratie est opérationnelle. On peut parler de choses contre même le président de la République, sans que l'on soit inquiété. Encore qu'il faut être mûr pour savoir faire l'analyse d'une situation. Vous dites non, mais c'est Yamba. Nous avons 88 000 km de routes et de dessertes. Nous avons 52 000 km de routes provinciales. Et nous avons des bretelles. Sans regarder le budget, vous dites non, mais autant de routes, mais on ne fait rien. Attention, mais pourquoi chaque programme doit contenir des priorités? Et quand un programme contient, il y a un timing. Ça veut dire 5 ans. Et donc, l'analyse même de la performance d'un gouvernement, c'est au terme. Parce que c'est cela, l'évaluation définitive. Mais parce qu'on a une année et que le programme... Vous pensez que ce qui n'a pas été fait en une année peut être fait en 5 ans? Mais écoute, chaque fois qu'on fait... Vous n'allez pas interdire à la population d'évaluer. Hein. Eh bien, il faut évaluer. Mais il faut qu'on y mette de la maturité, n'est-ce pas, un peu d'expertise. Comment vous allez demander, par exemple, au gouvernement qui a 18 milliards de dollars et vous dites non, faites les routes, faites 50 000 km de routes. 50 000. Vous êtes au-delà de 50. Mais c'est parce que les autorités elles-mêmes, quand elles sont arrivées, prenons par exemple le gouverneur, il a fait rêver, comme Félix Antoine Tshisekedi, il a fait rêver les Congolais. Il faut faire rêver. Ah, c'est ça votre stratégie politique? Non, faire rêver. Non, il faut faire. Quand vous n'avez pas, vous ne faites pas rêver. C'est pas de la rêverie romantique. Ça veut dire, on prend un engagement. On sait qu'on sera humilié. Si l'on ne tient pas compte de ce qu'on a dit, je m'engage, je ne peux pas avoir peur, je vais réaliser ceci. Et on s'engage. Mais ça peut arriver tout au long du processus, qu'il y ait des douleurs d'enfantement. Et puis bon, on peut expliquer à la population, voilà comment nous avons commencé, voilà où nous en sommes. Et puis bon, prochainement, nous tiendrons compte de ça pour amener un solde qui deviendra véritablement un outil opérationnel. C'est ça. Alors, l'épreuve édition 2025 Exita, ça a eu lieu déjà les 4 jours, se sont bien passés, mais on a quand même enregistré quelques scènes qui ont quand même inquiété certains Congolais, Norbert et Yamba. Que pensez-vous de cette épreuve? Ben, écoute, c'est la routine. Hein. Cette épreuve est prévue chaque année, etc. Coup de chapeau au gouvernement, au président de la République, le Premier ministre et tous ses collaborateurs qui ont travaillé de telle sorte qu'on puisse justement démocratiser les examens à différents niveaux de nos professeurs, même des professeurs occupés. C'est quand même Mais vous parlez des provinces occupées à Waikale, on nous a signalé que après le dernier jour, les élèves étaient obligés de ramener des munitions. Voilà, donc, mais au moins, on y a tenté. Quand on ne commence pas quelque chose, on ne commencera jamais. Et cet effort-là, il faut savoir le louer. Et on verra avec tout ce qu'il y a comme difficulté. Et dans certains coins, c'est pas partout
Mais en les tout cas, épreuves d'examen d'État édition 2025 n'ont pas eu lieu à cause de l'insécurité. Toute comptabilité faite, en tout cas, au moins, on a arrosé 90% de notre territoire. Quel est l'essence que vous donnez? Excusez, j'ai pas fini. Allez-y. Ça, c'est ce qui est visible. Mais on venait de discuter sur les systèmes d'enseignement. Beaucoup ont leur diplôme d'État. Quelle est l'importance d'un diplôme d'État? Ici, chez nous. Même les diplômes de graduat aujourd'hui, les diplômes de licence, les diplômes de doctorat. Peut-être qu'il faut aller enseigner. Et vous enseignez quelle matière? La même matière, laissez. Ah ben voilà, une matière importée, importée, mais qui fabrique des chômeurs. Il faut donc, quel est le rôle du ministère aujourd'hui? C'est de travailler pour apporter des réformes. Travailler pour changer les contenus d'enseignement. Les livres qu'on utilise. Vous allez entendre. Mais la première réforme apportée par la ministre Raïssa Malou, pour dire première, et certainement qu'il y en a eu d'autres, mais c'est là où qu'elle plaide pour le cas des filles enceintes qui désormais peuvent continuer leurs études. Madame Noëlla, je vous connais très intelligente. Il faut m'éviter ces questions-là. Vous avez des filles enceintes ou non enceintes. Ils ont transformé les contenus. Les contenus d'enseignement lui-même. Non, mais ça, c'est déjà ce qu'on apporte, non? Bon, alors, coup de chapeau. Il faut sauvegarder les filles enceintes. Vous, en tant que panafricaniste, oui. Moi, vous tenez aux valeurs. Oui, mais ça se passe quand même sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi. Non, mais je crois que le bon sens aurait été d'avoir des filles qui ont un certain nombre de valeurs, qui se respectent, qui ne peuvent pas accepter de se faire engrosser en cours de route. C'est la honte pour la famille et la honte pour la société. Et si on en fait une profession, pour qu'on leur autorise de temps en temps de venir à l'école, est-ce que vous pensez que c'est une façon d'encourager cette pratique? Pour contaminer les autres qui ne sont pas prêtes à faire cette sale besogne, moi je dis, eh bien, il faut y réfléchir 2 fois. Mais il faut tenter les réformes. On a besoin de réformes. Voyons ce que ça va donner. Et peut-être qu'on va corriger. Alors, avant de prendre ce 3e dossier, quel est le sens que vous donnez à la date du 1er août? Où le matin, c'est une journée des morts et le soir, une journée des vivants. Vous savez, madame, tu vas poser une question. Les morts, les vivants. Bon, les morts, certainement que les morts sont morts, mais ils vivent dans un village des ancêtres. Ils méritent respect, considération, à traiter un compagnon. Il faut que ces morts-là soient entretenus au travers leur habitation compagnie. C'est bon. Les vivants, c'est préoccupé de l'ensemble des problèmes de ceux qui vivent. Vous avez parlé embouteillage, vous avez parlé logement, vous avez parlé alimentation, vous avez parlé santé, vous avez parlé, je ne sais pas, les routes, l'école, compagnie. Ce sont des choses qui préoccupent les vivants. Et même si on n'en parle pas, journée des vivants, mais lorsque chacun trouve son compte au travers de cette prestation, à ce moment-là, ça devient intéressant. Et les vivants vivront. Et les vivants ne vont plus vivoter. Et ça doit être la préoccupation, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui s'occupent de différents secteurs de la vie nationale pour y apporter du tonisme, pour y apporter des solutions additionnelles, de manière à ce que, n'est-ce pas, chacun trouve son compte. Certainement qu'à Kinshasa, c'est bon. Mais si vous allez à 2000 km, il y a encore des défis. Surtout qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a des administrateurs du territoire, il y a des chefs de secteur, il y a même des groupements où les hommes politiques donnent leur influence pour qu'on désigne et bouleverse véritablement ces différentes entités, et personne ne travaille. Parce qu'il y a des comptes à rendre qu'à son autorité morale. Et ça doit cesser. Et c'est là que, justement, je dis, mais Monsieur le Président de la République, au grand mot, grand remède. On ne peut pas avoir seulement un gouverneur qui est proposé par tel. Et d'ailleurs, une autorité morale
qui a droit de citer par rapport à cette union que nous avons mise en place? Union sacrée Écoutez, de la nation. Oui, bien entendu. Quand il choisit un gouverneur, mais c'est le sien, son proche. Il ne voit pas son profil, il ne voit pas son background. Alors, quels sont les résultats? Quels sont les résultats? Et alors maintenant, dans les différentes assemblées, vous allez trouver une seule personne. Il a été député provincial, il a été député national, il est sénateur, et il veut être gouverneur. Et à chaque endroit, il laisse les siens. Mais pour faire quel travail? C'est de tout ça qu'il faut réglementer. C'est de tout ça qu'il faut mettre de l'ordre. C'est cela, parce que ça pique et c'est grave. Mais lorsque vous parlez d'une seule personne qui devient mandataire, c'est le président de la République. Non, c'est pas le président de la République. Qui signe? C'est pas le président de la République. Vous voulez dire que c'est pas le président qui signe? Mais il faut que les ministres prennent des initiatives. Non, mais qui signe? Qui signe quoi? L'ordonnance. Pour nommer un député? Non, l'ordonnance, parce qu'il est déjà député. Oui. Mais quand il devient mandataire, il devient ministre. Qui signe? Mais il devient mandataire, c'est le président de la République. Qui signe? Mais le checking est fait par qui? Par le président de la République, quand même. Non, mais c'est pas lui, mais le président a aussi le droit de regarder. Bien entendu. Et de poser la question sur chaque nom qu'il voit. Non, mais écoutez, ça c'est un problème réel. Laurent Kabila disait, nous avons deux types de guerre. Il y a la guerre des habitudes, des comportements que nous avons acquis pendant plusieurs années. Ce comportement d'imposture morale, ces comportements qui nous poussent à fonctionner dans un système. Vous voulez dédouaner le président dans cette affaire? Parce que c'est lui qui... Non. Chacun a une responsabilité. Voilà. Chacun a une responsabilité. Mais je voudrais simplement vous dire que le président de la République travaille avec des collaborateurs. Et encore que ce sont ces collaborateurs qui l'induisent en erreur. Non. Il y aura des mesures très agissantes, ne serait-ce que pour dire à la classe politique qu'ils ont elle a beaucoup profité de notre pays. Vous voulez maintenant, est-ce que vous êtes en train de dire à l'opinion que là, vous montez au créneau que l'UDPS n'a pas profité et que ce sont les autres qui sont en train de profiter, c'est ça? Non. L'UDPS, effectivement, profiter, je ne sais pas. Mais être impliqué à majorité pour construire une dynamique autour de notre projet de société, moi j'ai dit non. Ce n'est pas notre projet de société, certainement que le président de la République, ici de l'UDPS, profite au maximum des enseignements qu'il a reçus. Mais il a quels collaborateurs? Mais c'est parce que peut-être qu'il en a marre de ce que vous faites. Il en a marre? Oui. C'est comme ça qu'il vous associe plus? Oui, mais non. Mais c'est justement pour ça que je lui dis que maintenant, plus que jamais, le recrutement des hommes et des femmes passe par une sélection. Et il n'y a pas de sélection sans objectif. Est-ce que vous avez fait le même constat? C'est qui se dit à travers les réseaux sociaux que l'église Philadelphie est plus privilégiée que les partis? Non. C'est pas vrai. Il faut éviter ça. C'est une insulte. Okay. Non, c'est pas vrai. Comptabiliser un peu les membres de Philadelphie. Non, pas parce que vous avez deux, trois personnes. Est-ce qu'on peut voir un ministre, qu'on montre un ministre là, qui est de Philadelphie? On a un directeur de cabinet qui est pasteur, bien entendu, à Philadelphie. Mais c'est un gars, et les gens en parlent, d'une intelligence très professionnelle, très exceptionnelle. Il a été même directeur général d'une institution publique, etc. Et pourquoi on n'a pas cité d'autres églises, seulement Philadelphie? Mais parce que les gens ne veulent pas voir certaines têtes. C'est de la jalousie et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est qu'ils veulent, qu'ils font la jalousie contre les autres. La loi de karma. Ils doivent s'entendre à ça. Prenons à présent ce troisième dossier. Que là, nous assistons à un scénario sans précédent. Si le juge ne peut se soumettre à l'autorité de la loi, si un procès ne peut faire l'équilibrisme en respectant la loi et la procédure, la question que tout le monde se pose, que je ne cesserai pas de répondre, maintenant on attend quoi? Qu'est-ce qui est décidé? Qu'est-ce qui a été projeté? Là maintenant c'est la deuxième fois que la Cour se retire
pour se prononcer face à des préalables soulevés par nous. Si ils ont déjà un arrêt, ah ben il n'a qu'à nous dire. Dans ces retire, on dit nous avons notre arrêt dans la poste. Ok? Si ce n'est pas un arrêt dans la poste, c'est la procédure réellement qui doit être respectée, ils doivent le respecter. Nous, quand nous avons été consultés, on a d'abord passé en revue les éléments qui étaient à la disposition de l'auditeur général. Nous avons trouvé que le dossier était défendable. Raison pour laquelle nous l'avons accepté. Joseph Kabila, avec son système, ont infiltré les institutions de la République. Et vous ne savez pas d'où peut venir le mal. Nous avons pris en considération toutes ces dimensions pour dire le moindre en patriote, c'est cette postulation-là. Dans chaque cabinet, vous pouvez compter 10, 15 avocats et nous réclamons des milliards. Vous réclamez des milliards. Milliards en termes de dommages-intérêts. Pour y parvenir, il faut un grand travail. Depuis, nous devons consulter les documents officiels et privés et les milliards qui seront payés à la population congolaise meurtrie à l'est du pays. Il y aura une partie qui va entrer dans le trésor public. Il y a une partie qui va servir à indemniser les victimes. Nous avons des confrères que nous avons envoyés en province. Nous avons appelé certains confrères qui sont en province. Il faut les payer. Norbert Yamba, comment voyez-vous le procès Moutamba? Non, le problème est à la justice. Et vous voulez que j'en parle? Je ne suis même pas juriste. Mais vous êtes politique. Mais je suis politique, mais doser des capacités de passation de marché. Parce que j'y ai travaillé avec la Banque mondiale plusieurs années autour de ça. Donc vous avez quand même des éléments, parce que là, il s'agit également des passations de marché, construction de la prison. Non, non, d'abord, je ne suis pas censé apprécier la chose plus que la justice, qui est habilitée à identifier les fractions. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un règlement des comptes. Arrêtez ces choses-là. On a voulu que la justice soit indépendante. Et si la justice fait son travail, on dit règlement des comptes. Alors si on laisse les gens, on dit non, complicité. La justice est malade, le président ne fait rien. C'est ça la petitesse d'esprit dont je disais. Moutamba, c'est un jeune homme de cette génération qui a montré que ses idées sont prolifiques. Et qu'il avait une détermination, encore que ce soit une vraie détermination. Il y a détermination populiste, il y a détermination d'imposture pour le moral, compagnie. Et je pense, vraisemblablement, que Moutamba a fait des choses, parfois dans une cohérence mathématique. Je le salue là où il est. Il a pris beaucoup de risques. Il a voulu tenir une torche pour éclairer l'avenir. C'est un garçon qui a de l'avenir. Mais il doit faire beaucoup d'intentions. Ah bon? Beaucoup d'intentions, pourquoi? Parce que le monde est un monde de la jungle. Il faut être un requin. Ne sois pas piranha. Vous savez, dans une rivière, il y a des requins, il y a des piranhas, il y a des dauphins. Quand vous prenez le maïs, vous jetez dans l'eau, le requin ne va pas tout de suite parce qu'il sait... Mais le piranha vient se précipiter pour avoir du maïs. Il faut faire attention. Lorsqu'on veut faire un nom, il faut faire attention sur ses actes, ses comportements, son attitude. Parce que vous risquez de broyer, de démolir, de déconstruire tout ce que vous avez investi en tant que capital qui vous permette d'avoir une conviction qui détermine votre avenir. Comment voulez-vous, vous êtes ministre, je l'ai suivi hier, il a suivi quand même un certain nombre de procédures. Mais il écrit à son chef que le Premier ministre, il n'avait pas encore répondu, lui passe à l'action. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas normal. La hiérarchie doit être respectée.
Et ça, ce n'est pas un règlement des comptes. Il a demandé la comparution de certaines personnes dans la première ministre. Excusez. Deuxième chose, la passation de marché, c'est toute une technique, mais qui est réglementée par des dispositions réglementaires. Lorsque vous voulez donner un marché à un soumissionnaire, il faut vérifier qui est ce soumissionnaire. Allez même vérifier son siège. Regardez le nombre d'années qu'il a exercé pour réaliser l'activité. Regardez son expérience, qui il est par rapport aux prestations qu'il a réalisées par le passé. C'est de tout ça, maman. Alors maintenant, on vous dit non. Le soumissionnaire qui est accepté, c'est celui qui vient de faire presque une année. 10 mois. Quel est ce spécialiste en passation de marché pour un marché de millions puisse donner à quelqu'un qui visiblement n'a même pas encore une réalisation? Ça, c'est un danger public. Il faudrait que notre peuple comprenne qu'il n'y a pas installation d'une démocratie sans payer le prix. En payer le prix. C'est très important. Il a une dynamique, mais il a commis une erreur. Et plus grave, on a de l'argent dans son compte, on a transféré l'argent dans le compte de la Rabobank, et curieusement, cet argent de 19 millions qu'il y avait dans le compte, transféré directement au compte de ces soumissionnaires. Or, en réalité, lorsque il est établi qu'on a choisi tel soumissionnaire, on fait un contrat, mais on détermine le pourcentage pour décaissement. Comment pouvez-vous, vous avez 19 millions, je crois que 20 millions, et vous transférez directement tous les montants. Et en proportion de quel pourcentage? Ce sont des erreurs. Peut-être qu'il était de bonne foi. Oui, et il aurait pu... Au début, on parle quand même de quelques erreurs. Attention, ce n'est pas de quelques erreurs. Madame, tu es en train de me condamner ici, embouteillage et compagnie. On veut mettre de l'ordre. Vous dites non, c'est quelques erreurs. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, et on va se rappeler qu'il y a eu même le député Elisère Ntambwe qui avait dit que ce sont deux choses qu'on pouvait juste corriger. Ça, c'est la gestion artisanale. Une gestion qui a détruit ce pays, qui l'a mis en situation de déliquescence totale. On ne peut pas. On reproche aux gens, vous avez pris 20 millions, vous avez pris ceci, etc. Et on veut que la justice puisse faire son travail. On vous dit non. Quelques erreurs parce qu'Elisère a dit. Non, écoutez, arrêtez, ce n'est pas la parole de l'évangile. Moi, je ne suis pas contre les jeunes hommes. Vous avez présenté les faits. J'ai présenté les faits. Et je continue à l'aimer. Mais j'ai dit, Tambola Malembe, soyez comme un caméléon. Un caméléon, il est riche en couleurs, pauvre en vitesse. Et vous allez réussir la vie. Ça, c'est un conseil. C'est un conseil gratuit, ça, merci. Ok. Alors, Norbert Yamba, il y a une sortie d'un gouvernement en gestation. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que, au regard de la réalité actuelle, la RDC a besoin d'un remaniement ou d'un autre gouvernement? Ah, ma chère maman, vous savez, quand on met le gouvernement en place, qui désigne le ministre? Vous m'avez posé la question, c'est le président de la République. Et il s'est évalué chaque ministre, y compris le Premier ministre. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, ils l'ont quand même parti. On a évalué. On dit, pour avoir des résultats, mais il faut tel profil. Et il analyse. Vous savez, il y a un problème au Mali actuellement. La gente qui a pris le pouvoir au Mali, madame, est venue pour dire, il faut sécuriser le Mali. On sécurise le Mali, oui. Et la santé. Et les logements. L'alimentation, l'école. Les routes. Les ponts. Les bacs. Donc, il faut d'abord sécuriser pour venir s'occuper de la population après. Ah non! Et le président de la République dit il faut faire tout à la fois. Mais il faut avoir des hommes et des femmes qui soient capables de relever le défi. Aujourd'hui, certaines personnes condamnent Félix Tshisekedi d'avoir ouvert autant de chantiers, d'avoir touché un peu à tout. Oui, mais c'est justement ça. Ce sont des ambitions. Mais il aura acquis une expérience. C'est la volonté très volontariste de changer la situation et on ouvre plusieurs chantiers et
l'argent est limité, les besoins sont illimités, et donc on prend un peu d'argent et on essaye de résoudre les différents chantiers, on y va graduellement. On n'est même pas à la fin de l'exercice, parce que le mandat, c'est 5 ans. C'est très clair qu'au bout de 5 ans, on peut faire l'évaluation. Comment? Il a déjà consommé 2 ans. Parce bien entendu. 2025 est déjà à sa fin. Bien entendu. Mais on a l'impression que Félix Tshisekedi ne s'est pas encore trouvé des bonnes personnes. Non, non. Il sait. C'est quelqu'un qui a été entraîné dans une logique démocratique, mais il a une éducation de respect des autres. Il a difficile à vexer les gens. Alors, et il essaye d'utiliser sa bouche pour transformer les gens. Mais il y a une récidivité de la classe politique de notre pays. Et Kaliba, qui est un grand penseur, dit que le Congo souffre de la manquémologie. Ah. La manquémologie, c'est une nouvelle science qui identifie les acteurs, qui analyse les comportements des uns des autres, en fonction des systèmes qu'ils ont subis et qui ont provoqué des impacts, qui ont provoqué des séquelles, qui ont provoqué des manquetailles, des manquetoubles. Et ils ont tendance, même si on met un autre système avec des garde-fous, ils ont tendance de reproduire ce qu'ils ont acquis. Et ce sont eux qui forment la plus grande majorité. Autour du président. Ah oui, voilà. Et le président, maintenant, doit se réconcilier avec l'histoire. C'est maintenant ou jamais. Prendre des décisions courageuses. Il doit se réconcilier avec l'histoire. C'est ça. Se réconcilier avec qui? En faisant quoi? En faisant quoi? Oui. Choisir des hommes, peu importe les pleurnichards, et désigner des hommes qu'il estime être en mesure. Il a aidé tout le monde. Il a aidé tout le monde. Maintenant, c'est fini. Ah, il a aidé tout le monde. Maintenant, c'est fini. Oui, mais il a... Si dans l'hypothèse, il donnait simplement le gouvernement à l'IDPS, les autres diront quoi? Et ils font partie de l'union sacrée. Non. Mais maintenant, il doit avoir un regard regardant pour dire Motoana tel. Hein? Ah, Talatipoué. Quand Otoebara Chabani, il était en train de parler de l'électronique et tant qu'on a Otoebinante. Ah, parler du web. Hein? Voilà. On a bien intelligence artificielle. Alors maintenant, Moutoundé Mouana, s'il peut nous amener, tout le monde va tout ce oh boy, madame, nous est là. Ah, bonne communication, mais sincère, parce que toi, tu n'es pas complaisante. Alors maintenant, on dit non, 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 c'est une qualité. Nous prenons madame Noëlla, mais que vous soyez aussi sincère, comme on vous identifie, et que vous vous engagez coréen pour que se transforme la République. Ça, on en a besoin. Or, aujourd'hui, c'est le raccourci. Les gens veulent prendre les raccourcis pour s'enrichir. En un mot, Matata Mponyo, qui était perdu selon l'annonce de son parti politique, le LGD, le même parti revient aujourd'hui pour nous dire Matata Mponyo est en exil. Comment est-ce que vous aviez accueilli cette nouvelle? Madame Noëlla, tu aurais pu m'éviter cette question. On pensait qu'il était perdu. Sur ce plateau, j'en ai parlé plusieurs fois, mais Matata Mponyo est perdu. Aujourd'hui, on nous dit que Matata Mponyo est en exil. Écoutez, moi je vous ai parlé de la manquémologie ici. Ah. Ce sont les gens qui viennent de différents régimes, compagnies, etc. et qui drainent derrière eux les mensonges. Cousu en fil blé. La personne qui avait fait cette annonce pour dire que Matata Mponyo était perdu, peut-être poursuivi pour faux bruit. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont attaqués quand même au régime. Je ne fais pas partie de la justice, mais nous sommes dans un processus, il faut ramener la paix, il faut dégonfler les tensions, il faut se faire confiance mutuellement, mais il faut interdire aux gens de procéder à des mensonges cousus en fil bleu. Madame, Messieurs, place à ce dernier dossier. C'est une étape cruciale en vue de pacifier les esprits et réconcilier les cœurs de ces deux protagonistes. C'est jeudi, des représentants de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda, ainsi que des observateurs des États-Unis, de l'État du Qatar, de la République du Togo et de la Commission de l'Union africaine, ont tenu la première réunion du comité conjoint de supervision de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, qui a été signé à Washington le 27 juin 2025.
Selon le communiqué publié par le département d'État américain confirmant cette rencontre, le comité mixte de surveillance est chargé de servir de forum pour la mise en place et le règlement des différends relatifs à l'accord de paix. Il est chargé de recevoir les plaintes concernant les violations de l'accord, de prendre les mesures appropriées pour remédier aux violations et de régler les différends à l'amiable. Au cours de la première réunion, les partis ont choisi leur président pour les comités, adopter les termes de référence pour régir les futures réunions du comité, discuter des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord et préparer la première réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. L'Union africaine, l'État du Qatar et les États-Unis ont participé à ces discussions afin d'assurer la complémentarité et l'alignement entre les efforts de mise en œuvre et les initiatives en cours visant à instaurer un dialogue et une paix durable dans la région. La RDC et le Rwanda ont tous deux exprimé leur reconnaissance pour les contributions inestimables et les efforts conjoints de l'Union africaine, des États-Unis et du Qatar en tant que partenaires dans la recherche d'une solution pacifique. Je pense, pour ma part, que l'Église catholique ne peut pas être médiatrice de ces dialogues parce que du temps de Mobutu, elle a été médiatrice de la conférence nationale souveraine. Du temps de Kabila, elle a été médiatrice du dialogue de Saint-Sylvestre. Permettre à ce que l'Église catholique soit encore médiatrice de ce dialogue, c'est considérer cette Église comme une Église d'État. Alors que nous sommes un pays laïque, il y a plusieurs églises en République démocratique du Congo. De deux, l'Église catholique et ECC ne peuvent pas diriger ces dialogues parce que elles sont partiales. Dans leurs faits et gestes, dans leurs interventions dans les médias, elles montrent clairement qu'elles sont du côté de l'opposition. D'ailleurs, les pactes sociaux pour la paix et le vivre ensemble, ce sont les compatriotes de l'opposition qui en ont fait plus la publicité. Donc, il faut trouver une église neutre qui puisse être médiatrice de ces dialogues ou encore trouver une organisation de la société civile neutre. Par exemple, l'INPC, qui est un regroupement de journalistes qui sont déjà habitués à arbitrer les interventions entre l'opposition, la majorité au pouvoir et la société civile sans parti pris. Parlons de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quelle est l'urgence d'ouvrir ce procès contre Joseph Kabila Kabongé, alors que nous connaissons tous que le président de la République a identifié Joseph Kabila comme numéro 1 de l'AFC M23, qui venait de signer un accord de principe avec la République démocratique du Congo. N'est-ce pas vouloir une chose et son contraire? C'est un problème complexe, maman. Ne cherchez pas des solutions simples. La complexité pousse à une analyse systémique. Ok. Le procès de Raïs Kabila, je l'ai entendu. Il me semble que c'est la justice. C'est le même. Je crois que c'est Moutamba qui a présenté en bonne et due forme cette demande-là. Hein? Et pour Kabila, ce n'est pas règlement des comptes. Pour lui, ça devient règlement des comptes. Il faut arrêter ces choses-là. Il faut laisser la justice faire son travail. Le président, sa parole n'est pas la parole de l'évangile. Ça, c'est son opinion. Il a dit, FC, c'est Kabila. Ok. Ça, c'est lui, il a dit ça. Et vous voulez me dire que le président est en train d'instrumentaliser la justice? Il est en train de robotiser la justice? Non. Lui qui se plaint chaque jour que la justice est malade, la justice doit changer, etc. Et la justice veut se mettre debout pour trouver des infractions, analyser, en charge ou en décharge. Vous dites non, la justice ne fait pas. Attention.
le pays doit fonctionner. Et comme il fonctionne, les institutions également fonctionnent, les différents services publics fonctionnent. Moi, ce que je demande à la justice, c'est d'affirmer leur leadership. Okay. Affirmer leur leadership suppose que doit faire quoi? On poursuit Kabila, mais il faut des preuves. Il faut être sincère parce qu'il doit être fait. Et s'il a endossé une responsabilité quelconque, à ce moment-là, la justice peut pouvoir. Mais est-ce le moment parce que l'AFC est dans un processus avec la RDC? Tout à fait. Tout à fait. On est dans un processus de dédramatisation des relations parce que, disait un criminologue, lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence. Certainement qu'on doit éviter la violence. Mais maintenant, même si le président de la République, même le différent accord de principe, etc., exige qu'il y ait dialogue. Mais cela ne veut pas dire qu'on va emprisonner les services de l'État. Ils ne doivent pas travailler. Ils doivent travailler. Mais le moment venu, lorsqu'il y a un certain nombre de décisions qui seront arrêtées, lorsqu'il y a ces dialogues qui se réalisent, parce que c'est une recommandation, n'est-ce pas, de ces différents accords, initiatives, compagnie, etc. À ce moment-là, on verra. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut être, j'allais dire, on peut dire sincèrement que Kabila est déjà condamné? Ah non, et je ne pense pas, je connais la moralité du président. Il ne peut pas donner les injonctions, etc. Les gens font librement leur travail. Et ça y est de s'affirmer. Ça y est de s'affirmer. Alors, c'est une surprise pour certains observateurs de la paix aux affaires. Kinshasa et Kigali s'accordent sur un cadre économique régional sous un regard des USA. Alors, je vais dire, l'administration Trump qui tient à accélérer la mise en œuvre de l'accord de Washington, signé entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis. C'est dans ce cadre qu'ont été organisées du 30 juillet au 1er août 2025 deux séries de réunions axées sur les aspects sécuritaires de l'accord et la création d'un cadre propice à la croissance économique régionale considéré comme essentiel à la stabilité et à une paix durable dans la région de Grand Lac. Donc, on quitte de la paix, Kigali et Kinshasa, allez, s'accordent sur un cadre économique régional. La guerre de l'Est, Maman Nangaï, c'est une guerre économique. Certainement qu'il y a des petits soucis avec les communautés, etc., qui ne s'entendent pas, compagnie, etc. Aujourd'hui, lorsqu'on veut faire véritablement le diagnostic, c'est une guerre fondamentalement économique. Alors, parce que, madame, je termine par là, le Congo a le tiers des richesses potentielles d'Afrique. La plus belle femme. Aujourd'hui, des gens comme Bill Gates, des gens comme Elon Musk, il y en a d'autres milliardaires qui ont besoin du lithium, qui ont besoin de coltan. C'est la plus belle femme recherchée à travers le monde. Les fusées sont fabriquées en fonction des nobium. On trouve à Rutshuru, les coltans à Rubaya. Madame, mais il n'y a que le Congo. Alors maintenant, toutes ces guerres, aujourd'hui, on a plus de 266 groupes armés, qui font ça. C'est pour prendre nos richesses. Alors maintenant, si nous voulons, madame, avoir la paix, ne faisons pas avec un raisonnement artisanal, court-termiste, parcellaire, ponctuel, pour dire non, on veut brader. On veut brader quoi? Mais si on... Oui, on s'accuse de brader les minéraux de la RDC. Si on ne le fait pas, c'est fini, c'est la balkanisation. Ah donc il faut les faire, il faut brader. Non, on ne brade pas. Alors, on met en place des dispositifs de partage des dividendes 50-50. dans un... Non. Alors, parce qu'il y a plusieurs acteurs. Gagnant. Gagnant. On a besoin de ça et moi-même dans mon travail. Le président n'a cessé de le dire. Hein. La RDC gagne, vous gagnez aussi. Entrez par la grande porte. Bien entendu. Ça commence par les zones spéciales économiques, etc. Il y a exonération, venez, investissez. Et la particularité de cet accord, c'est de dire, oui, vous allez extraire, mais il faut raffiner. Voilà. Il faut transformer. Ici chez nous. Ça nous donne la possibilité, à l'extraction, d'engager les jeunes gens
et les sociétés de payer, oui, création d'emplois, ils vont payer des taxes, c'est une création de richesses, et indépendamment de ces différentes entrées, il y aura les dividendes. Parce que nous avons des minéraux et nous avons intérêt. J'ai entendu des gens, et là, je voudrais vraiment préciser, des gens dire, mais surtout l'opposition, dire, mais écoute, hein, les États-Unis aura 80%, et puis le Rwanda 15%, et puis le Congo 5%. Moi, j'ai dit, mais il faut arrêter de vivre à l'hiverne. Quand est-ce qu'on va grandir? Quand est-ce qu'on va grandir? À moins que vous disiez la vérité. Parce que si vous dites la vérité, à ce moment-là, ça va influencer les comportements des dirigeants. Mais si vous mentez, le deal n'est même pas là. Et vous dites non, c'est 5%. Ah là, vous voulez parler de propos de Mbongo, le cardinal? Non. Oui. Je parle pas. Moi, j'ai beaucoup de respect au cardinal. Ah non. Moi, je n'entre pas dans ces jeux-là. Alors, pour terminer, parce que nous sommes pratiquement à la fin, il y a deux petites questions. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, ça fait débat à travers les réseaux. Norbert Yamba, le cardinal Mbongo qui s'est rendu au Rwanda où il a exprimé toute sa reconnaissance à Paul Kagame, alors qu'il y a quelques jours, il a cloué Donald Trump pour cet accord qui a été signé à Washington. Vous savez, l'Église catholique, s'il vous plaît madame, l'Église catholique a commencé le combat pour la démocratie, même si je ne suis pas d'accord avec la démocratie ici chez nous. Ok. Et vous rappelez les mal congolais en 1978 avec Monseigneur Monsengo, la Senko, à l'époque, contre le maréchal, le tout-puissant maréchal. Ça a beaucoup influencé. Rappelez-vous de cardinal Malula. Rappelez-vous de cardinal Echao, du cardinal Monsengo, aujourd'hui Mbongo. De grâce. Toute organisation, tout citoyen congolais a la responsabilité de présenter son offre pour dégonfler les tensions. Et l'Église catholique est une partie majeure qui soit capable de présenter une option. S'exprimer pour la paix, s'exprimer autour de cette option, c'est faire preuve de responsabilité citoyenne. Sinon, l'Église n'aurait plus de sens. Et c'est ça la dimension sociale de l'Église. Cependant, si l'Église voudrait faire passer ses idées, parce qu'elle travaille généralement pour la population, à ce moment-là, il faut que ce qu'elle propose soit rationnel et systématisé. Ça veut dire quoi? Ces différentes propositions, on parle de pacte social. Pacte social pour la paix. Bien entendu. Un dialogue qui va réunir tout le monde. Ça, c'est le pacte. Ça, c'est la solution. C'est-à-dire, le document de base va contenir les différentes résolutions qui seront ici des différentes parties en présence pour discuter de la question, tirer un certain nombre de conclusions qui doivent être rendues opérationnelles dans notre pays. Qui ont pris les armes. Bien entendu. Et donc, c'est à eux maintenant d'avoir une méthodologie. J'ai entendu, j'ai écouté mon ami Didier Moumengi qui disait que voilà, ils ont recruté des chercheurs, des scientifiques pour faire une mouture fondamentalement scientifique et cette mouture devra être confiée aux différents groupes qui feront partie du dialogue pour critiquer, enrichir ou élaguer certaines choses. C'est une approche. Alors maintenant, il faut pas, on n'a même pas encore maîtrisé l'approche et on dit non, on soutient ceci. Moi, si je parle à mon président, j'ai dit, mon président, ils ont tenté de faire quelque chose, qu'on lise, qu'on voit très clairement. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'ils ne sont pas écoutés. Encore qu'on ne peut pas écouter n'importe quoi, il faut qu'on écoute quelque chose qui soit fondamental et qui a une répercussion sur tout le monde. Alors, c'est complètement fini. C'est 2 août 2025. La RDC a célébré les génocosts. Alors, Denis Mukwege, de son côté, dit « L'actuelle d'agression s'inscrit dans la ligne droite d'une planification orchestrée depuis 1978. La diplomatie congolaise se distinguerait davantage en exigeant un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. » Alors, vous avez un mot pour vous exprimer sur la célébration du Génocoste. Voilà un personnage
Un personnage qui a une influence grandissante à l'échelle nationale et internationale, qui donne son point de vue. Nous avons dit, avec l'AFDL, on a tué. Avec RCD, on a tué. Et on parle pas toujours de justice transitionnelle. Avec 5DP, on a tué. M23 continue à tuer. AFC, on a tué. Oui, mais maintenant, M23 et AFC. Voilà, on a tué, on a tué, on a tué. Alors maintenant, si nous, on se souvient de ces gens-là, c'est toutes ces victimes-là, et après, les soirs, on va danser, on va manger, etc. Il faut arrêter ça. Je crois qu'il y a un service spécialisé, mais il y a aussi le ministère des Affaires étrangères qui a le pilotage, le leadership de la question des négociations. Aujourd'hui, il est très clair qu'il existe des dispositions des Nations Unies qui prévoient la justice transitionnelle. Pourquoi ne pas se battre pour que cette justice s'installe? Toujours pas. Ça fait longtemps, mais il faut se battre pour avoir cette justice transitionnelle de manière qu'on établisse des responsabilités, que nous ayons j'allais dire, de réparation qui permettent à notre pays de gagner et à toutes ces victimes, pourquoi pas? Mais si on va faire les discours, compagnie, etc., c'est une bonne chose. Mais je pense que c'est mieux de se battre auprès des institutions qui peuvent nous mettre en place une cour pénale congolaise pour juger les différentes atrocités que l'on a observées et qui produisent jusqu'à ce jour les rivalités qui ont presque déconstruit notre société. Alors, Norbert Yamba, c'est complètement fini pour cette émission Info 7. Vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi. Merci, notre peuple. Vous vous êtes beaucoup battu pour le départ du maréchal, pour que le président Laurent Kabila change sa manière de gouverner. Vous avez sauvegardé la Constitution avec Raïs Kabila, en n'acceptant pas le troisième mandat. Vous avez soutenu, parce que l'IDP c'était considéré comme le parti de la population. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Nous venons de faire 7 ans, certes, mais il faut dire que c'est 4 ans, parce que l'autre mandat, on n'avait pas vraiment le béquille du pouvoir. Mais avec ce mandat ici, le président de la République est en train de réaliser des choses incroyables. Mais ça ne suffit pas parce que le Congo est grand, c'est mastodonte, plus 4-5 fois plus que la France, 80 fois plus que la Belgique, 100 fois plus que le Rwanda. Il faut beaucoup d'atouts, il faut beaucoup de moyens, etc. Il vient de constater, après 2 ans, qu'il a droit de revoir le gouvernement. Que les membres de l'Union sacrée lui donnent cette opportunité-là pour qu'ils se choisissent des vrais guerriers, ce qu'on appelle les vrais warriors. Des gens qui sont capables d'être des réponses aux problèmes de notre société. Et donc, de cette manière-là, qu'on va voir les 3 ans qui restent, ce qu'il sera en mesure de faire. Mais quand vous êtes souvent pressé pour dire, au lieu d'entendre les 5 ans, vous dites non, on n'a rien fait. Non. Même quelqu'un qui ne connaît rien a des choses qu'il réalise et des choses qu'il ne réalise pas. Mais si on tire une conclusion non concluante, ça devient un danger public et plus personne ne pourra venir ici tranquilliser notre peuple. Merci bien, Norbert Yamba. Je rappelle que vous êtes au cadre du parti au pouvoir, Union pour la démocratie et les progrès sociaux, panafricaniste. Merci. Les combats tiennent encore? Ça tient et ça continuera. Nous n'avons pas lâché prise parce que nous avons le caractère d'un lion et les lions n'abandonnent jamais. Alors, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement pour une autre émission. Merci pour l'opportunité. C'est un réel plaisir. Merci. Madame, Messieurs, c'est complètement fini que Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles sur la chaîne Haute Définition. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro. Au revoir.